Sébastien Crozier, bonjour. Bonjour. Merci de venir t'exprimer devant les auditeurs de Chers Clients, cherclient.com, cherclient.wiki. Et tu es le président de la CFE-CGC UNSA, donc les trois syndicats réunis en gros, de France Télécom Orange. Oui, je suis président de la CFE-CGC UNSA à France Télécom, dans le groupe France Télécom Orange. D'accord. Et donc, à ce titre-là, tu t'intéresses particulièrement à la problématique des centres d'appel. Le métier des centres d'appel est un métier important pour le groupe France Télécom Orange, puisqu'il emploie dans sa globalité, de façon directe et indirecte, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc c'est, à ce titre-là bien sûr, mais aussi j'imagine un intérêt pour la problématique, qui est celle de l'emploi, qui est celle du service aux consommateurs, qui est plus large que le simple groupe France Télécom, même s'il est important. Globalement, tu t'es exprimé à plusieurs reprises sur Internet, dans la presse traditionnelle, sur ces sujets qui sont les sujets des phénomènes qu'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire 250 000 emplois en France, 700 000 en Allemagne, 1 million au Royaume-Uni. On se dit pourquoi? Est-ce qu'il manque des emplois? Est-ce qu'on a trouvé d'autres solutions plus efficaces que nos voisins pour résoudre les relations avec les consommateurs? Quelles sont les causes? Voilà. Donc, vaste sujet. Effectivement, le constat qu'on peut faire dans nos voisins, chez nos voisins, c'est que l'Allemagne a 700 000 emplois dans les centres d'appel, que l'Angleterre, effectivement, est près de 1 million d'emplois dans ces centres d'appel, et que la France n'en a que 250 000. Alors, c'est 250 000 plus 60 000 offshoreisés. Oui, alors c'est 250 000 en France, plus 60 000 offshoreisés. Alors la question du offshorisé mérite de se discuter, puisque, comme tout le monde sait, le temps de travail dans un pays offshorisé est largement supérieur au temps de travail dans un pays en France, et puis dans un pays comme la France. Et puis par ailleurs, les conditions d'accompagnement, les conditions sociales font que, en réalité, le temps de travail est très divergent entre l'offshore et la France, donc compter en nombre d'emplois à l'extérieur est compliqué. Et puis en réalité, nous considérons, en tous les cas, nous en tant que syndicat, qu'il y a largement plus de 60 000 emplois. On l'estime quand même plus proche de 120 ou 120 000 emplois offshoreisés. Alors cette différence, elle peut s'expliquer en partie pour des questions culturelles. La France n'a pas eu forcément une histoire basée sur le service, mais elle s'explique aussi parce que le processus de délocalisation est un processus qui est beaucoup plus fort de par le fait que les bassins d'emploi linguistiques français sont plus importants. Les Allemands, et heureusement qu'il en est ainsi, ont perdu de guerre, qui a fait que toutes leurs colonies n'ont plus parlé allemand, et dès lors, pour avoir un centre d'appel qui parle allemand, il faut le localiser en Allemagne ou en Autriche. En Afrique du Sud. Oui, il y a quelques centres d'appel toujours très localisés dans quelques pays. Mais quoi des Anglais? Les Anglais, ils ont toujours 1 million d'emplois, et pourtant ils ont délocalisé. Alors, les Anglais, eux, ont une culture, à contrario, qui est extrêmement tournée vers le service, avec effectivement des gisements d'emploi, un marché de l'emploi qui est complètement différent du nôtre, avec aussi des phénomènes de délocalisation, mais des phénomènes de délocalisation qui n'ont pas toujours réussi. Et notamment, on parle souvent des expériences qui ont été de la délocalisation vers des pays où la rupture culturelle était trop importante. On parle notamment par exemple de l'Inde, qui est un pays qui parle largement anglais. Pour autant, la différence culturelle est telle que le consommateur craque moralement avec des sous-traitants qui se trouvent en Inde, et donc les Anglais ont souvent été amenés à rapatrier. Il en reste beaucoup quand même. De l'Inde, les Américains ont aussi font beaucoup aussi appel à l'Inde, mais ont été amenés à relocaliser. Et le débat de la relocalisation est un vrai débat. C'est un débat compliqué parce que nous avons apporté beaucoup à des économies de pays émergents. A contrario, aujourd'hui, nous avons 3 millions de chômeurs dans notre pays, sans doute 2 millions de personnes en situation de précarité.
contrat en durée déterminée, contrat d'apprentissage. Et les centres d'appel sont un métier formidable d'ascension sociale. On commence les conseillers, on devient superviseur, chef d'équipe, on peut avoir des fonctions d'encadrement et on peut rentrer dans la vie active. Donc ce sont des métiers où on est accompagné, où on est valorisé, où on apprend des choses et ces métiers sont pour autant pas reconnus et aujourd'hui font l'objet de beaucoup de délocalisations. Est-ce que c'est pas ça la clé? Est-ce qu'en fait, est-ce qu'il n'y a pas un discours ambiant en disant c'est un beau métier, c'est l'ascension sociale, etc., c'est l'intégration, et en réalité, c'est des métiers qui n'attirent personne, ou dans lesquels il y a beaucoup de mal à recruter, et tous les confrères le disent, et parce que justement, c'est pas assez valorisé à aucun moment. Une filière inexistante, des structures qui sont très faibles, pas d'enseignement spécifique, enfin, il y a beaucoup de lacunes, et puis un métier qui n'est pas assez payé. Alors, ce qui est très frappant, c'est de constater, si on se place 10 ans en arrière, qu'il y a à peu près 10 ans, il n'y avait pas de centre d'appel délocalisé. Et pourtant, il y avait des centres d'appel, et à commencer par France Télécom, qui avait des centres d'appel, le 10-14 ou il y avait Télétech, puisqu'on a commencé il y a 12 ans. Voilà, il y avait des acteurs qui existaient et qui montraient qu'il y avait un besoin sur ces questions de centre d'appel. La question, c'est les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, l'Internet, la voix sur IP, ont en fait rendu le transport des télécommunications à un coût extrêmement peu onéreux, et dans ce contexte-là, a permis de mettre en concurrence les salariés du monde entier. Donc un salarié français s'est trouvé mis en concurrence avec un salarié marocain, avec un salarié qui se trouve à Madagascar ou à l'île Maurice. Et la dictature des profits, la dictature du court terme et les dérives, on va dire, de la gestion publique, et on pourra peut-être y revenir, ont conduit à ce qu'on cherche le moins-disant financier immédiat, sans préoccupation sur l'intérêt collectif. Donc on s'est retrouvé avec une compétition entre les personnels des pays de l'autre bout de la planète et les salariés français, et dès lors, les salaires qui ont été proposés sur le marché français ont été des salaires par essence faibles, puisqu'on est en compétition avec l'autre bout de la planète, et donc d'où l'incapacité de construire une filière à valeur ajoutée. Évidemment, on l'a fait au nom du consumérisme, c'est-à-dire qu'on a toujours dit que le consommateur allait payer moins cher. Certes, mais ce que le consommateur paye moins cher, c'est peut-être des produits moins chers, mais c'est aussi le chômage de sa famille, c'est le chômage de ses voisins, c'est le chômage de ses concitoyens, et au final, c'est plus d'impôts pour la collectivité. Et c'est tout ce débat-là, c'est tout ce débat de société qu'il faut poser. Alors, est-ce que justement, on n'aurait pas pu imaginer que le fait d'avoir des conseillers français aurait offert aux consommateurs et aux marques un service plus valorisant, une meilleure image, une meilleure relation client, une meilleure fidélisation, un meilleur taux de recommandation, une préférence pour leur marque qui aurait justifié qu'ils payent plus cher? Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que le salaire proposé, les conditions de travail proposées, le fait d'avoir voulu plaquer le modèle industriel sur une organisation de services relationnels est une erreur qui fait qu'on a finalement interdit la possibilité d'exprimer les avantages, et que du coup, en compétition uniquement sur le prix, on n'a pas fait la différence, et donc l'emploi français était condamné, en fait. Alors, d'une part, la logique du prix, et de ne pas regarder les conséquences à moyen terme, en termes de qualité ou de service, a été extrêmement dévastateur, puisque non seulement on a procédé à des logiques de délocalisation, mais derrière, ça a empêché la construction d'une filière et de la valorisation des métiers. Et puis l'autre élément, c'est que quand la différence de prix est extrêmement importante, il ne faut pas sous-estimer la capacité des citoyens de l'autre bout du monde à être avec 2 fois plus de temps capables de rendre le même service que les salariés français. Quand on a un rapport de salaire qui est de 1 à 5 ou 1 à 7, on peut parfaitement prendre l'élite ou les catégories étudiantes plus éduquées pour rendre ces services. Quand on regarde ce qui se passe, on s'aperçoit que le service qui peut être rendu par certains personnels de l'autre côté de la planète n'est pas forcément d'une plus mauvaise qualité que les services français, puisqu'on a pris des gens très éduqués dans ce pays, on leur propose un salaire qui est largement inférieur à nos salaires,
mais qui pour leur pays est très élevé. Pour leur pays est très élevé. Donc on a au final une qualité qui n'est pas forcément très dégradée. Alors si dans certains métiers où les différences culturelles sont importantes, parce que l'organisation des marchés, parce que l'histoire des technologies fait qu'il y a une très grande différence, oui, là, il y a un avantage, en tous les cas, il y a une différence perceptible. Mais sur des activités extrêmement basiques, la différence de qualité n'est pas forcément perceptible, et là, on a mis en compétition l'ensemble des salariés du monde entier grâce aux nouvelles technologies et grâce au développement de l'Internet et de ce qui est devenu le village mondial. Alors, la clé dans ce qu'on peut observer, c'est justement de sortir de la partie contenu du dialogue, pour dire le contenu, effectivement, tu as raison, l'étudiant marocain Bac+5 bien formé, il rend un service, et nous on le mesure par rapport à notre plateforme marocaine, le service audité, il est identique. Et il n'y a pas de différence, et une fois qu'on a gommé la maîtrise des noms propres, les noms de rues, les noms de villes et de la géographie, le problème est réglé. Donc la question, elle est insoluble si on prend les choses comme ça, parce qu'on a un rapport de 1 à 2 du service rendu. Donc bien sûr que l'entreprise qui est en train de dire j'achète au meilleur prix, c'est bien mon droit, c'est presque même un devoir capitaliste, donc bien sûr je vais choisir le moins cher. Là où il y a une clé peut-être, c'est sur le fait qu'il y a un contenu relationnel, il y a de l'empathie, et que la proximité culturelle entre le conseiller et le consommateur crée une vraie différence. Et que dans un cas, je vais simplement rendre un service en apportant la réponse adaptée, dans l'autre cas, je crée une relation. Donc est-ce qu'on est c'est peut-être parce qu'on n'est pas capable de valoriser cet apport complémentaire, relationnel, empathique, qu'on n'est pas capable de le valoriser financièrement. Alors, effectivement, la question de l'empathie peut se poser, hein, et on sait tous que les services de vente par correspondance, par exemple, avaient fait des études qui démontraient que un Provençal qui répondait à un Provençal vendait plus et mieux qu'un ch'ti qui vendait à un Provençal, ou inversement, et donc un ch'ti vend mieux à un ch'ti qu'un Provençal à un ch'ti, et inversement de nouveau. Mais au-delà de cette question d'empathie, la question qu'il faut poser, c'est combien d'entreprises qui font appel à des centres d'appel sont dépendants de ce qu'on appelle la puissance publique. Et ce débat-là, c'est un débat fondamental qui n'a jamais été posé. Un certain nombre de produits ou d'activités dans notre société dépendent de la puissance publique. On le voit dans le domaine des télécoms, qui est plus particulièrement l'autre. Les fréquences hertziennes relèvent du domaine public, c'est-à-dire c'est l'État qui décide quel acteur est en droit d'exploiter des fréquences hertziennes. Dès lors, rien n'interdit à cette puissance publique, au législateur, d'imposer des clauses sociales qui localiseraient l'emploi en France. Alors pas directement, mais indirectement. Alors, pas directement parce que nous avons les règles de la communauté européenne qui nous imposeraient de le localiser en Europe, mais s'il faut partager nos emplois dans les centres d'appel avec la Wallonie, ça ne sera pas en tant que tel un problème. Mais nous ne sommes pas soumis dans ces domaines publics aux règles de l'OMC qui rentrent dans ces processus de mondialisation. On prend ce secteur-là, mais prenons un autre exemple. Quand vous avez du télémarketing qui est opéré par Canal+, on tombe dans le même cycle. C'est-à-dire Canal+ dispose de fréquences hertziennes qui ont été attribuées par la puissance publique. Quand on a des produits bancaires défiscalisés, prenons l'assurance vie, prenons le livret A qui bénéficie ou qui sont des produits d'appel pour un certain nombre de banques puisque ça a été libéralisé. Dès lors, comment la commercialisation, comment les services qui vont gérer de la relation client dans ces domaines-là peuvent-ils sortir du pays? De la même façon, quand il s'agit de traiter les incidents de réseau sur le réseau électrique, sur le réseau gazier, que ce soit la SNCF, où on voit encore même l'exemple plus récent du STIF, où cette question du service public devrait être posée et de dire, ben voilà, c'est un service public, un service qui est rendu à la collectivité, et donc l'emploi devrait se trouver en France parce qu'il n'y a pas de logique de compétition internationale qui justifierait qu'on délocalise ces emplois. Tous ces emplois perdus coûtent extrêmement cher à notre économie. C'est pas parce qu'il y aurait une logique de collectivité, le collectif français qui se protège et qui en gros crée des préférences nationales. Ça c'est une logique peut-être un peu syndicaliste, mais qui est antilibérale. Les règles des contrats voudraient que la concurrence génère une
une concurrence pure et parfaite, une logique de marché qui serait en quelque sorte vertueuse et qui dirait en gros, finalement s'il y a un bénéfice, il finira bien par sortir là où il faut. Et là tu es en train de défendre l'idée d'un État très interventionniste et dirigiste qui imposerait des règles sociales, mais un peu de préférence nationale en quelque sorte. On n'est pas tant dans une logique de préférence nationale que de respect de l'intérêt collectif. Quand on regarde des pays, et sur d'autres sujets comme par exemple le Brésil a décidé, le jour où Apple a voulu distribuer ses produits, de les taxer très fortement s'ils étaient non fabriqués dans le pays. Donc Apple a demandé à son sous-traitant chinois, en l'occurrence Foxconn, de localiser une industrie au Brésil pour fabriquer les produits Apple. Donc il y a un moment où il est de l'intérêt des nations, il est de l'intérêt des pays de faire en sorte que les processus de déstructuration sociale que cela entraîne ne se produisent pas. Quand, à contrario, les pays de l'autre bout de la planète chez qui nous faisons sous-traiter ces centres d'appel, eux-mêmes imposent dans leur clause de centre d'appel, dans leur clause d'appel d'offres, des licences publiques et des fréquences hertziennes pour être opérateur mobile, imposent eux-mêmes des clauses locales, on se dit où est la réciprocité? Je pense qu'il y a des domaines d'activité où le commerce doit être libre. Les produits manufacturés, on peut parfaitement l'imaginer. En revanche, dès lors qu'on touche aux fondamentaux de la nation, c'est-à-dire à ce qui permet le vivre ensemble, et qui fait que j'ai le téléphone aussi bien dans le plateau des Mille Vaches que en plein centre de Paris, c'est-à-dire quand j'ai des transports collectifs qui font que de Marne-la-Vallée à Cergy, je puisse me déplacer presque au même prix, en tous les cas c'est la volonté. Là il y a un enjeu de puissance publique, il y a un enjeu de citoyenneté, il y a un enjeu d'organisation de la République qui impose la localisation des emplois. Et ça c'est en aucun cas contradictoire avec les règles de l'OMC. Encore faut-il avoir le courage de l'appliquer parce que évidemment le consommateur va exercer des pressions et on a de part un certain nombre de pressions publicitaires organisées, un affrontement entre le consommateur et le salarié, mais au final le grand perdant c'est le citoyen. Alors, ce qui veut dire que Arnaud Montebourg a récemment annoncé qu'il allait s'attaquer à son tour à ce problème des emplois délocalisés, des call centers ailleurs qu'en France, pour servir des consommateurs français. Avant lui, Laurent Wauquiez a échoué assez lamentablement. Jean-Louis Borloo n'a pas fait tellement mieux. Nicolas Sarkozy, lui-même à l'époque, avait concocté un projet de décret qui avait avorté assez vite. Quelles sont les chances d'Arnaud Montebourg? Déjà, reprenons un historique. La France, pour des questions d'organisation politique, on va dire, est tombée dans le cycle de la démagogie sur la question des centres d'appel. Donc, rappelons-le, la loi Châtel a interdit pour une série d'activités de facturer le SAV à la minute, au prétexte que c'était stressant pour le consommateur, et que un certain nombre d'acteurs économiques exagéraient dans cette logique. C'est surtout les temps d'attente qui n'ont pas le droit d'être facturés. Alors, c'était les temps d'attente, mais c'était aussi le fait que, effectivement, quand votre système ne fonctionne plus, il n'y avait pas de raison que ça soit le consommateur qui soit en situation de payer. C'est assez logique qu'on ne paye pas pour écouter Vivaldi. On peut s'acheter le disque, ça coûte moins cher. Absolument. En réalité, la mesure était en partie démagogique, puisque depuis son téléphone mobile, en réalité, on a toujours continué à payer, que la gratuité n'était que sur la ligne fixe. Donc il y a eu une forme d'hypocrisie, et aujourd'hui, nous avons un déficit de capacité de facturer le service via le téléphone. Comme c'est pas le service. Dans certains cas, ça peut être du service. Facturer les temps d'attente, c'est pas facturer du service. Absolument, il faut pas facturer du non-service. Absolument, il ne faut pas facturer les temps d'attente, mais à contrario, on pourrait parfaitement imaginer que si on réserve son billet de train ou son billet d'avion par téléphone plutôt que par Internet, on puisse être facturé, ou on puisse le faire dans des conditions correctes. Et de la même façon, quand on veut une assistance technique sur un téléphone qu'on n'a pas acheté chez son opérateur, mais qu'on a acheté ailleurs, mais qui ne marche pas et qu'on appelle, on pourrait imaginer se faire facturer. Et là, on a un vrai déficit de
facturation du service et de valorisation du service rendu par le téléphone. Donc il faut bien dissocier ce qui relève du SAV avec des dépannages et des dysfonctionnements, ce qui relève des activités commerciales et ce qui relève de l'autre côté des vrais services. Rappelons quand même que les télévisions nous facturent quand on vote pour Miss France ou quand on vote pour Secret Story, savent parfaitement nous facturer les appels téléphoniques qu'on passe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le consommateur est capable de payer pour un service? Ça veut dire qu'effectivement, il faut organiser un écosystème où on puisse mettre en jeu cette question où, quand il y a un vrai service, le consommateur puisse être facturé et ne pas céder à ces logiques démagogiques. Donc la loi Châtel nous a effectivement entraînés tous dans une situation très compliquée sur cette question-là. Mais est-ce qu'on peut vraiment considérer que la loi Châtel était démagogique? Moi, je suis en accord avec cette loi. Moi, je pense que le fait de dire qu'on trouve ailleurs le bras de levier pour faire payer des services réellement rendus, parce que là, en quelque sorte, le consommateur était pieds et poings liés, il voulait se faire dépanner, il était en panne, et on lui facturait alors qu'il écoutait de la musique. Donc c'était assez scandaleux, et il n'y a pas de justification à ça. Qu'après coup, quand il a quelqu'un, ce quelqu'un lui dit, écoutez monsieur, je vais vous facturer le service que je vais vous rendre, parce que c'est vous qui ne savez pas vous servir de votre téléphone et vous n'êtes pas en panne, ok. S'il dit, écoutez, vous êtes en panne, mais je vais quand même vous facturer votre service, là le consommateur sera en droit de se plaindre, et on doit trouver un levier économique où on fait payer le juste service. C'est bien là où on voit que sur les marchés à ressources rares, les marchés limités, comme la téléphonie mobile, on est dans une situation qui n'est pas un fonctionnement traditionnel de concurrence organisée. Pourquoi? Quand vous n'êtes pas content des services associés aux produits que vous achetez, vous changez de fournisseur. Vous n'êtes pas dépanné sur votre voiture qui tombe régulièrement en panne. Si vous n'êtes pas satisfait du dépannage et des services de garantie, vous changez de constructeur automobile. Sur la téléphonie mobile, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que vous avez de fait 3 opérateurs, un 4e qui est rentré, prétendant bouleverser le marché, qui en réalité sont en situation d'oligopole. Exact. Et donc, il ne peut pas y avoir un nouvel entrant qui va vous dire, moi, je vous fais payer le produit et je vous fais payer, et je vous faisais pas payer les services de SAV. Donc, on voit bien qu'en fait, c'est la structure très particulière du marché oligopolistique qu'est celui des télécoms, mais comme d'autres marchés d'oligopole sont en réalité existants quand les infrastructures sont très particulières, qui fait que le mode de concurrence fait que le régulateur ou le législateur est obligé d'intervenir. Pourquoi arrive-t-il à intervenir sur le prix des centres d'appel et n'arrive-t-il pas à forcer l'emploi dans ce même secteur? Et on voit bien là toute la contradiction du modèle libéral qui veut faire d'un côté organiser la concurrence sur un marché sur lequel on est forcément en oligopole, les fréquences hertziennes étant limitées, et puis de l'autre côté imposer des règles de consommation particulières. Donc on voit là la limite de l'exercice. En fait, si on voulait organiser et retrouver une logique d'emploi dans les centres d'appel, il faut prendre d'une part 2 décisions. La première, c'est de recréer un écosystème qui permette, quand il y a des vrais services, de les facturer aux consommateurs, de façon directe ou indirecte, et de ne pas tomber dans cette espèce d'excès consumériste que certaines associations se font fort de développer. Et de l'autre, de dire à chaque acteur qui bénéficie d'un avantage ou d'une concession particulière, domaine public ou marché unique, les autoroutes, les transports en commun, l'énergie, certains produits bancaires défiscalisés, enfin plein d'activités de la vie de notre pays sont directement ou indirectement subventionnés par nos impôts, de leur dire « Ah ben oui, mais le bénéfice de la subvention qui va faire que le consommateur va plus acheter vos produits... » Et vous avez un marché garanti, durable, etc. Bah vous devez avoir en contrepartie la possibilité d'offrir un vrai service. Et cet exemple-là n'est pas limité à la question des centres d'appel, qui est effectivement très crucial parce que les centres d'appel représentent plusieurs centaines de milliers d'emplois. Et surtout une capacité d'intégration dont on a besoin. Absolument, mais on a eu la même question quand on a vu les subventions faites au secteur automobile avec des primes à la casse, et puis le lendemain, voir les mêmes constructeurs ayant bénéficié des primes à la casse jeter les personnels qui avaient fabriqué ces mêmes automobiles. Donc la puissance publique... Est-ce qu'on ne se parle? Alors, ça suppose quand même que la puissance publique aille au-delà
C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'elle se donne les moyens d'analyser ce qui va se passer réellement, parce que sinon on risque de dire ok, les emplois seront en France, ils vont me coûter plus cher, est-ce que je risque pas de voir des opérateurs qui vont réduire les services, réduire au prorata les effectifs dans les centres d'appel pour revenir à leur coût initial quand ils étaient offshorisés. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'on maintienne aussi un regard sur le niveau de service apporté, sinon on risque de se retrouver avec un service extrêmement dégradé. Si on regarde spécifiquement la question des opérateurs, la situation est un peu particulière. Déjà, le poids des centres d'appel dans le coût mensuel n'est pas extrêmement élevé. Hein. Bien sûr. Il est de quelques dizaines de centimes d'euros. Donc, mais la question qui est posée en réalité, c'est qu'on est en train de toucher aux bénéfices de ces opérateurs. Alors la question qui est naturellement posée, c'est à quoi servent ces bénéfices ? Est-ce que ces bénéfices servent à rémunérer l'actionnaire? C'est la question qui mériterait d'être posée. En réalité, le premier opérateur, c'est France Télécom. Donc ça veut dire que effectivement, France Télécom gagne quelques dizaines de centimes d'euros. Mais les bénéfices de France Télécom, à qui vont-ils? À l'État. L'État demande 100% du bénéfice en dividendes. Donc on voit bien que l'État est complètement schizophrène, c'est-à-dire que d'un côté, il pousse à la destruction d'emplois, en forçant un opérateur tel que France Télécom, ou en ayant forcé pendant plusieurs années un opérateur comme France Télécom à organiser la délocalisation, pour toucher plus de bénéfices, plus de dividendes, donc et le pousser à faire plus de bénéfices. Avec au contraire des dégâts sociaux considérables. Avec les dégâts et la crise sociale qu'on connaît. Donc on a un État qui est schizophrène parce qu'il n'a pas une politique continue, parce qu'il n'a pas une vision globale de ce qu'il doit faire. Et les autres opérateurs sont dans des situations qui sont plus complexes parce que ont une obligation de fonds plus petits, doivent aussi construire des investissements, donc les bénéfices sont nécessaires pour construire des investissements. Donc ça nécessite de la part de la puissance publique pas simplement un regard sur les conditions d'organisation du marché. On a une autorité de régulation complètement défaillante en la matière, qui se préoccupe exclusivement de la question du prix final au consommateur. La France est l'un des pays, rappelons-le, qui a le prix global des télécoms les moins chers. Quoi qu'en disent tous les détracteurs, l'autorité de régulation anglaise a constaté que la France était l'un des pays les moins chers en termes de télécoms. Les Anglais. C'est-à-dire qu'on n'est pas à quelques dizaines de centimes d'euros par rapport au contrat mensuel pour apporter un vrai service. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un déficit de services offerts par les opérateurs classiques. Bien sûr. Sinon, Free leur aurait pas pris le 1 200 000 clients en un mois. Ce qu'on voit, c'est que Free vise aussi une clientèle qui n'a pas besoin de services. Pas besoin de service client, c'est-à-dire aussi, et c'est le positionnement qui est choisi, c'est-à-dire, et c'est leur droit en termes d'organisation de marché, mais l'introduction de Free et les facteurs du faible prix de Free sont multiples, mais un des éléments est de dire, sur ma chaîne de valeur, je supprime la relation avec le client. Je la supprime d'abord parce que je n'ai pas de boutique, donc je fais un acte exclusivement par Internet. Ensuite, si le service client ne répond pas, ce n'est pas très grave parce que j'ai plutôt une population qui est à même de se débrouiller sur Internet ou qui se débrouillera sur Internet et qui n'a pas besoin de cette espèce de péréquation de service client. Et donc, on sait que le ratio d'abonnés de service client par abonné est plus faible. C'est une des causes du prix, c'est pas la seule, mais c'est pas forcément l'objet de... Mais c'est aussi le fait qu'il y a eu un déficit relationnel auprès des trois autres opérateurs vis-à-vis de leurs consommateurs, qui fait que leurs clients ont saisi la première occasion pour les quitter. Une partie des clients qui sont peu sensibles à la notion de service client ont pris le choix délibéré de considérer que le prix était leur principal driver. Il y a eu aussi le fait que les offres alternatives montées à toute allure par les opérateurs pour réagir, Soch et les autres, ont fait de la résistance à l'arrivée des clients du même groupe. C'est-à-dire que quand les clients de France Télécom voulaient passer chez Soch, on faisait les pires misères et ils en étaient quasiment empêchés et presque conduits à aller chez Free. Alors, la question c'est quand évidemment un nouvel acteur qui décide de rentrer et donc qui
n'a pas innové technologiquement, qui a supprimé, qui n'a pas investi dans ces infrastructures, qui n'offre pas de service client et qui fait un service dit low cost, oui, rentre sur le marché, ça introduit forcément des réactions chez les acteurs historiques, et ça introduit 3 réactions qui sont totalement dévastatrices, et sur lesquelles le législateur aurait dû intervenir. Première réaction, les 3 opérateurs historiques ont arrêté leurs investissements dans les infrastructures. Donc nous paierons à moyen terme cet arrêt des investissements par une dégradation de la qualité de l'ensemble des 3 réseaux, et y compris celui de Free, puisque celui de Free est majoritairement celui de France Télécom. Donc nous aurons à terme une dégradation de ce réseau, et en tous les cas nous commencerons à le constater extrêmement rapidement. Le deuxième élément, c'est que le modèle d'organisation choisi par Free précipite et bascule les clients vers des achats directs sur Internet, supprimant une forme de relation client qui est les réseaux de magasins, les réseaux de boutiques. Donc on voit tout à fait les fréquentations dans les réseaux de boutiques se faire. On voit une baisse du trafic, et le back-office, soyons très clairs, des services par Internet ne se localise pas non plus en France. C'est-à-dire qu'au-delà des simples centres d'appel, il y a aussi la délocalisation des back-office qui font que les contrats sont gérés à l'autre bout de la planète, parce que numérisés, scannés, organisés, et donc on a de nouveau une perte d'emploi. Et puis troisième phénomène, on a une accélération des processus de délocalisation qui a fait que l'ensemble des opérateurs aujourd'hui ont des plans qui visent à augmenter le nombre de centres d'appel, enfin en tous les cas téléconseillers à l'étranger. Sauf que Arnaud Montebourg leur demande de les rapatrier. Oui, Arnaud Montebourg leur demande de les rapatrier, comme Laurent Wauquiez avait demandé à créer 11 000 emplois, et on a vu les faibles effets de conséquences. Les agitations politiques ne sont pas la résolution des problèmes. La concertation a fait long feu. On a des acteurs économiques qui sont des acteurs puissants, et si on leur impose pas un cadre réglementaire extrêmement strict, on ne peut pas obtenir d'eux par la simple concertation des réponses. Est-ce que néanmoins, on n'aurait pas pu imaginer, parce que des acteurs low cost, il y en aura de plus en plus. Les Chinois sont en train d'investir, de racheter des entreprises dans tous les secteurs. Donc chacun aura dans son marché un acteur ou plusieurs acteurs low cost. Est-ce que la protection la meilleure qu'on puisse imaginer, c'est pas justement de créer une relation extrêmement forte, comme le fait Apple, avec des produits très innovants qui vont au-devant des attentes des consommateurs, ou ce que fait Amazon, ce sont des entreprises qui n'ont pas forcément des gros services clients pléthoriques, mais qui ont un service aux clients inscrit un peu dans leur gène, et qui ont créé une préférence pour leur marque qui les protège des acteurs low cost de leur secteur. Mais si on prend l'exemple d'Apple qui est caractéristique, Apple est le cas typique du désastre que est en train de provoquer la mondialisation. Apple a extrêmement peu d'employés dans son pays d'origine, dans les pays même dans lesquels il exploite, et a par contre plus de personnel qui fabrique ces terminaux chez des sous-traitants dans la plus grande usine du monde qui est la Chine. Donc en fait, la réponse n'est pas là. C'est-à-dire que Apple est un modèle où les salariés sont en Chine et les bénéfices sont sur un compte en banque. Donc aujourd'hui, Apple est C'est avant tout quand même de l'ingénierie et de la créativité qui est localisée aux États-Unis quand même. Bien sûr. Pour combien de temps ? Pour combien de temps, et la question qui est posée, c'est quels sont les dégâts sociaux d'un modèle organisé avec des salariés qui sont en Chine et qui ne sont pas aux États-Unis, avec combien de millions de chômeurs qui sont aux États-Unis parce qu'on n'a pas localisé ces usines, ou des chômeurs qui sont en Europe parce qu'au final les usines ne sont pas en Europe, elles sont au Brésil. Pour le marché brésilien. Donc en fait, la question c'est la mondialisation est un processus de mise en compétition que les nouvelles technologies d'ailleurs ont permis entre les personnels, et donc la question qu'il faut se reposer, c'est la construction d'écosystèmes globaux sur chacun des marchés dans lesquels la puissance publique peut intervenir. Il y a des marchés dans lesquels la puissance publique n'est pas fondée à intervenir, il y a des marchés sur lesquels elle est fondée à intervenir. Tu as énuméré un certain nombre de marchés qui sont assez nombreux finalement sur lesquels la puissance publique a un bras de levier. Est-ce que c'est la fonction de la puissance publique et de l'État d'aller modifier les règles pour créer des écosystèmes plutôt protectionnistes, obligeant des services qui vont croître en coût, au détriment peut-être, au moins à court terme, du consommateur?
ça suppose un grand courage politique et peut-être aussi une vision qui n'est pas partagée partout de préférence nationale néanmoins. À défaut de préférence, on est difficile de parler de préférence nationale, mais en tous les cas, reconnaissons que sur un certain nombre de secteurs, le marché européen n'existe pas. C'est un vain mot, nous sommes une véritable passoire, que les industries européennes dans un certain nombre de secteurs, justement parce que ces contraintes-là n'ont pas été fixées. On parle des centres d'appel dans le secteur des télécoms, mais on n'a pas parlé des équipementiers. Qui aujourd'hui se souvient d'un Nortel qui a fait faillite, d'un Alcatel qui est dans une situation extrêmement difficile, d'un Technicolor qui est dans une situation dramatique, d'un Sagem qui a quasiment disparu, d'un Nokia qui est en situation très difficile, ou d'un Siemens qui est encore là. Mais par contre, tout le monde connaît les nouveaux grands équipementiers qui sont les Huawei ou les ZTE, et qui, eux, ont été supportés par un marché intérieur protégé et qui ont bénéficié d'une sous-évaluation du yuan, et donc c'est une forme d'intervention. Alors une forme d'intervention plus particulière en termes de protectionnisme, enfin en tous les cas qui a fait que sur un pan entier de l'industrie des télécoms, nos industries ont été ruinées, nos emplois ont été ruinés, et notre puissance publique n'a pas réagi. Oui, la guerre et la compétition mondiale sont une réalité. Si notre puissance publique ne fait que des moulinets et des agitations médiatiques et des effets d'annonce, nous ne résoudrons pas la plus grande préoccupation du moment, qui est l'emploi. Alors, est-ce que dans un cas comme celui que tu as évoqué, qui est celui du STIF, où on a vu l'opposition d'un patron de région, patron du STIF, qui est Jean-Paul Huchon, qui lui a dit, écoutez, moi j'ai été chercher le moins-disant, c'était un acteur français, donc pas étranger, mais qui va réaliser ses prestations à partir du Maroc. Et puis, on a l'ancien prestataire, qui est Webel, qui dit, attendez, moi, ça va détruire les emplois qui étaient en France, alors que, qu'est-ce que je vais en faire? Je suis obligé de fermer mes centres et licencier mes 80 collaborateurs. Si on prend l'exemple très emblématique de ce qu'est le STIF, le nombre d'emplois en cause est sans commune mesure avec celui du secteur des télécoms. Rappelons que le secteur des télécoms, c'est 20 000 emplois, et que là, on parle de 200 emplois. On est dans un jeu de tartuffe. On a une collectivité locale, qui est le Conseil régional de l'Île-de-France, qui embauche des milliers de personnes. En quoi y avait-il une difficulté pour internaliser ces vrais emplois, des vrais emplois productifs, au service de nos concitoyens, à l'intérieur même de l'organisation qu'était le Conseil régional? C'était pas son métier. On peut se poser cette question, c'est pas son métier. Ça se complexifie, ça suppose des savoir-faire qui ne sont pas dans la logique de... C'est la première question qu'il faut poser, et la réponse est donc, effectivement, expertise, savoir-faire, sont des justifications légitimes pour donner ça à un acteur. Mais dans les appels d'offres publics, puisqu'il s'agit d'un appel d'offres public, déjà la question est de savoir si on est soumis aux règles de l'OMC, et donc si on est obligé d'accepter cette mondialisation effrénée ou pas. Alors effectivement, la question des transports et des services publics est aujourd'hui en débat, puisque Bruxelles veut en faire un champ de concurrence absolu, et donc faire triompher le libéralisme sur un service public. Donc là, il y a effectivement un débat. Mais au-delà de ça, dans un appel d'offres public, rien n'interdit d'introduire des clauses sociales. Les minimums salariaux sont quelque chose qui est tout à fait possible. Le fait que le personnel ait accès à une mutuelle sont autant d'éléments qui, à un moment, auraient posé la question de savoir si il fallait que ces emplois soient localisés à l'étranger ou en France. Et on se serait rendu compte que très rapidement, l'intérêt de délocaliser était nul, compte tenu des contraintes sociales qui étaient mises et qui étaient applicables à l'ensemble des acteurs, puisque c'était un service public. Donc toi, tu penses que le Code des marchés publics français pourrait permettre de contourner un peu ces règles européennes qui visent à interdire la localisation des marchés? Par les clauses sociales. La question n'était pas de savoir si on localisait en France. De nouveau, la Wallonie, le Luxembourg ou quelques zones en Roumanie ou en Pologne peuvent parfaitement parler français, et on aurait pu imaginer une délocalisation dans les pays de l'Union européenne. Webel, qui était le prestataire, proposait d'ailleurs non pas des emplois en France, mais semble-t-il une bonne partie des emplois localisés en Roumanie. La Roumanie un jour atteindra le niveau économique de la France, et de nouveau, ceux qui parleront français et roumain ne verront plus l'intérêt de travailler dans des centres d'appel, et donc les centres d'appel reviendront en France. Donc cette question ne se pose pas sur une dynamique moyenne.
moyen terme. Et de toute façon, ça ne peut être que sur des bassins d'emploi extrêmement localisés. Là où l'hypocrisie est à son comble, c'est de voir le jeu des acteurs. C'est-à-dire quand on voit qu'un WebHelp vient nous expliquer que c'est un drame pour les citoyens français que d'avoir 80 emplois délocalisés au Maroc, alors qu'ils ont été les artisans et les propagandistes en chef des processus de délocalisation au nom de la réduction des coûts des entreprises, on est un peu atterré. De l'autre côté, on est un peu atterré de la réaction d'un politique qui a en charge la plus grande région d'Europe, parce que l'Île-de-France est la plus grande région d'Europe, et nous expliquer que finalement il a tout fait conformément à la doctrine bruxelloise et à la bureaucratie des fonctionnaires, des fonctionnaires internationaux dont, rappelons-le, bénéficient d'avantages exorbitants sur un point de vue fiscal et sont quand même très éloignés des considérations de nos concitoyens. Donc on a effectivement là, et on voit la faiblesse du politique dans cet exemple-là, absence de vision, absence de politique industrielle et lâcheté dans la résolution du problème. On voit quand même qu'il y a eu un rattrapage, probablement il y avait un manque de prise en compte de ces facteurs d'emploi dans ce dossier-là. La réaction d'Arnaud Montebourg risque d'avoir quand même mis l'attention sur ce point. On voit bien que du coup il y a eu une demande aux nouveaux prestataires de localiser une partie des emplois en France. Alors la question qui n'est pas débattue, c'est qui va payer la différence, puisque l'appel d'offres a été attribué pour un coût marocain et que ça va être traité en France, alors qui va payer la différence de prix. Voilà, ça c'est un sujet epsilon dans l'opération, mais on voit bien que ce genre de débat est en train d'éclore, qu'il y a une position politique qui va dans le sens que tu décris, c'est-à-dire tout faire pour que dès lors que la puissance publique peut jouer son rôle, elle force ou elle conduise à une localisation en France. Là, la question effectivement essentielle, qui est la localisation des domaines régaliens, que ça soit les transports, les télécoms ou la d'autres santé, secteurs, la santé, etc. On voit l'éducation. Imaginez un jour que on appelle pour inscrire ses enfants à l'école et qu'on nous réponde dans un pays de l'autre bout de la planète. Cette question des centres d'appel a été posée, et nous en sommes extrêmement fiers, depuis 3 ans par notre syndicat. Et c'est un des grands combats que nous avons menés dans le secteur des télécoms, parce qu'il se trouve que le secteur des télécoms est le plus grand pourvoyeur d'activités de centres d'appel. C'est aussi la principale cause de ces processus de délocalisation. Tout le monde se félicite d'avoir un téléphone mobile au prix du téléphone fixe d'il y a 15 ans. Tout le monde l'oublie aussi un peu rapidement. La téléphonie sur IP, l'Internet sont devenus des produits de consommation courante, et que ces produits ont été de consommation courante, mais aussi au fait que les câbles sous-marins ne coûtent presque plus rien, ou en tous les cas le transport de ces communications ne coûte presque plus rien. Donc nous avions une responsabilité à ouvrir ce débat. Nous l'ouvrons, nous constatons qu'il prend de l'ampleur dans la société française, il prend aussi de l'ampleur parce qu'il y a des millions de chômeurs, et que nous considérons que s'il y avait 100 000, 150 000 emplois créés dans les centres d'appel dans notre pays, ce serait 150 000 familles qui pourraient vivre plus largement, ce serait sans doute des zones de délinquance qui reculeraient, parce que la délinquance a pour source le chômage et le désespoir. Ce serait aussi des cotisations sociales qui s'en trouveraient allégées, donc du pouvoir d'achat pour chacun des personnes qui travaillent. Est-ce qu'on ne peut pas penser que le frein, c'est justement le fait qu'on ait cherché à abaisser les coûts d'abord en France, puis en ayant recours à l'offshore, et que du coup c'est le manque d'attrait de ces métiers qui fait que du coup les entreprises ont vécu les centres de relations clients comme un coût, une charge à réduire à tout prix, et qu'on a en France un vrai déficit d'intérêt pour la qualité relationnelle entre les marques et les consommateurs, et que c'est d'abord sur ce sujet-là qu'il faudra se battre pour qu'on puisse considérer ça comme un investissement, que ces emplois soient valorisés, que du coup ils exercent une attraction sur les employés potentiels, et qu'on retrouve une filière avec une dynamique, alors qu'aujourd'hui, la politique de réduction des charges qui est à l'œuvre fait que c'est toujours trop cher et qu'on va chercher des économies. Donc tu rappelles qu'elle paie quelques centimes par rapport au chiffre d'affaires généré. Oui, alors les économies qu'un certain nombre d'acteurs ont essayé de réaliser en délocalisant représentent pour le consommateur peu,
mais pour les bénéfices de l'entreprise, beaucoup. Bien sûr. Bon. Donc c'est la pression des marchés, c'est la dictature des résultats au quarter, qui fait que un certain nombre d'entreprises ont préféré générer des résultats instantanés plutôt que d'investir dans l'avenir. Et puis c'est aussi le mauvais exemple que l'État et la puissance publique ont donné. Il ne faut pas négliger que quand on voit que des collectivités locales, quand on voit que des entreprises nationales possédées par l'État procèdent à des délocalisations massives, et là on peut mettre en cause très sévèrement la gestion lombard de France Télécom, qui a donné un très mauvais exemple à l'ensemble de la classe économique française et qui a tenu pendant des années un discours en disant il y a trop de personnes à France Télécom, je dois m'en débarrasser, alors qu'en réalité il remplaçait le personnel de France Télécom par des personnels extérieurs dans cette logique-là, a été un très mauvais exemple. Donc il faut effectivement revenir en arrière, la casse sociale est immense pour notre pays, la responsabilité de quelques dirigeants est Est-ce que c'est possible? On entend Éric Dédian dire ce qui est délocalisé ne peut pas être rapatrié. Est-ce que les entreprises ont les moyens de repayer le coût d'emplois français alors qu'ils avaient ajusté leurs prix par rapport à des prix de revient étrangers, marocains, malgaches, camerounais, etc. Est-ce qu'on peut imaginer, alors nous c'est le pari qu'on fait, hein, on est en train d'ouvrir une plateforme de 600 postes à Dijon, ça veut dire qu'on mise là-dessus. Est-ce que tu le vois de la même manière? Prenons un simple exemple. La relocalisation des centres d'appel dans le secteur de télécom coûterait à l'ensemble des opérateurs entre 700 et 1 milliard d'euros par an. 700 millions et 1 milliard d'euros. Alors vous allez me dire, c'est une somme gigantesque. C'est vrai. Moi, je ne dirais pas ça. On pourrait dire que c'est une somme gigantesque. En réalité, au regard de ce que l'État fait payer pour les licences mobiles, l'État va faire payer aux consommateurs 4 milliards et demi. Bon. Ces opérateurs-là vont bien être obligés de le facturer aux clients. L'État aurait pu parfaitement, dans cette logique-là, dire « je ne fais pas payer les licences », mais la contrepartie, c'est 100% de l'emploi en France. Le résultat aurait été certes légèrement différent. Au lieu que M. Sarkozy ait un budget, et M. Hollande par la même occasion, ait un budget 2012 un peu plus à l'équilibre. Ils auraient eu sans doute un léger déficit supplémentaire. Ils n'auraient sans doute pas plu à Bruxelles. Mais pendant plusieurs années, en tous les cas en 4 ans, le déficit aurait été comblé. Et effectivement, à partir de la 5e année, puisque les licences sont attribuées sur 5 ans, on aurait commencé à gagner de l'argent pour la France. Mais l'absence de volonté politique dans la durée a empêché et a fait en sorte qu'on soit dans une logique court-termiste. J'encaisse les 4 milliards et demi de recettes immédiates, ou les 3 milliards et demi plus la TVA, je les encaisse tout de suite pour mon budget de l'État et je laisse se créer 20 000 chômeurs en plus pendant une certaine durée. Donc en réalité, ce qui est en débat, c'est l'inconséquence des politiques. C'est-à-dire que nous avons un cycle de 5 ans où si les politiques prennent conscience dès le début, ils verront les bénéfices d'une politique offensive, volontariste, qui permettra de localiser l'emploi. Mais pour ça, faut-il encore qu'ils aient de la volonté, ils aient des entreprises qui soient vraiment soucieuses de l'intérêt de la nation et qui ne fassent pas simplement de l'affichage en termes de responsabilité sociale, et puis des partenaires sociaux qui soient responsables. Parce qu'une lourde responsabilité incombe aussi, sur lesquelles les entreprises s'appuient, des partenaires sociaux, des syndicalistes qui expliquent que le travail de nuit, le travail du dimanche... On est en plein dans la théorie des parties prenantes. Voilà, mais avec une vision très élargie du RSE, quoi. Absolument, mais quand on pose la question, et aussi quand on entend les entreprises, on entend ce fameux discours dire « nous ne trouvons pas de gens qui veulent travailler la nuit, les syndicats s'empêchent à l'ouverture du dimanche, etc. etc. » Bien sûr que les conditions sociales nécessitent d'être discutées, mais une règle très simple, prenons la règle à la SNCF. La règle à la SNCF fait que, à l'ancienneté, on a des horaires de plus en plus sympathiques. C'est-à-dire quand on est jeune, on a les horaires les plus difficiles et au fil du temps, on se rapproche des horaires les plus confortables parce que l'âge fait que on veut avoir des conditions de travail plus agréables, parce qu'on n'est pas forcément en mesure de supporter des conditions de décalage horaire.
dans les centres d'appel, où serait la difficulté d'avoir un pacte social, et prenons un exemple comme France Télécom, d'avoir un pacte social qui dit plus on a d'ancienneté dans la fonction, plus on choisit ses horaires. Alors c'est pas très juste pour les jeunes qui démarrent, mais on a aussi la même chose dans l'éducation nationale et on voit les dégâts que ça peut produire avec des jeunes gens inexpérimentés qui se payent de sale boulot dans les banlieues. Alors, donc c'est vrai. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement dire que les horaires difficiles sont nettement mieux payés et mais la loi, comme ils sont peu nombreux, parce qu'en fait les gens qui appellent à 2h du matin sont moins nombreux. La loi prévoit déjà que le dimanche et le soir est mieux payé. Nous, on n'a jamais eu aucun problème pour mettre les gens en poste les dimanches et la nuit. À partir du moment où on laisse à ceux qui ont l'ancienneté de choisir leurs horaires, ils choisissent la pénibilité avec le supplément de revenus que ça génère ou le confort. Oui. Mais pourquoi les anciens? Pourquoi tout le monde ne pourrait pas choisir en fonction de la pénibilité et des revenus? Parce qu'on considère, et on peut considérer dans ce pacte social, que ce sont les anciens qui, quand ils ont 55, 60 ans et qu'ils continuent à être sur des centres d'appel, parce que ça arrive et que ça arrive dans une entreprise comme la nôtre, c'est à eux qui ont la plus grande ancienneté d'avoir la chance de choisir. Parce qu'un jeune, aujourd'hui, là, ce que la société lui propose, c'est le chômage, sans autre alternative, parce que nous avons délocalisé. Donc, alors les emplois dans les centres d'appel sont quand même plutôt tenus par des gens assez jeunes et que chez les sous-traitants, oui. Chez les sous-traitants, quand on regarde chez France Télécom par qui les emplois dans les centres d'appel sont tenus, la majorité du personnel de France Télécom a plus de 50 ans et donc la majorité des gens qui répondent aujourd'hui au téléphone à France Télécom ont plus de 50 ans. Mais c'est peut-être parce que c'est pas forcément le métier ni de France Télécom ni des gens, c'est un métier en tant que tel qui supposait d'être réalisé par les sous-traitants. Parce que France Télécom, de par sa situation statutaire, a refusé d'embaucher des jeunes et d'organiser la mixité, a fermé ses centres d'appel le dimanche qui lui coûtaient beaucoup plus cher et le soir, et a d'abord commencé à délocaliser ses centres d'appel le dimanche et le soir. Donc effectivement, les jeunes qu'elle n'a pas recrutés a fait que la population des centres d'appel a vieilli. Mais ce pacte social peut être négocié, et donc les syndicats peuvent être des acteurs. Mais en réalité, ce dont on se rend compte, et c'est un des vrais drames de notre société, c'est que les syndicats ne sont pas là pour défendre l'intérêt général. Et c'est un peu ce qu'on peut leur reprocher. Les syndicats sont souvent là pour gérer les intérêts particuliers du personnel déjà en position d'eux, sans penser que ce personnel-là a des enfants. Et sans penser que nous avons une famille. Sans penser qu'il y a des gens qui ne sont pas personnels parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Absolument. Et donc, effectivement, on a un vrai problème de pacte social. Et donc, il faut des organisations telles que la nôtre, et c'est ce que nous avons plaidé, c'est-à-dire il faut repenser un pacte social. Quand le directeur financier de France Télécom pose la question du travail le dimanche et des contraintes qui sont liées au travail le dimanche, la question est très claire. Soit ce sont nos personnels français, nos concitoyens qui travaillent le dimanche, soit on considère que le travail du dimanche est réservé à d'autres pays. Mais c'est une absurdité pour l'ensemble de nos sociétés. Le train marche le dimanche, l'électricité marche le dimanche, la télévision marche le dimanche. Et on est bien content de pouvoir être dépanné quand son internet est tombé en panne le dimanche. Donc cette question... Donc on est coincé dans un ascenseur. Cette question, mais oui, cette question du pacte social et la refondation et la reconstruction doit se faire parce qu'il y a deux alliés objectifs. Il y a les néolibéraux qui maximisent les profits court terme et les syndicalistes conservateurs qui refusent des emplois le dimanche ou le soir au prétexte que les conditions de travail vont se dégrader. Si l'emploi était une priorité et si nous avions le plein emploi, cette question ne se poserait pas parce qu'on pourrait construire un vivre ensemble qui soit meilleur. Mais ça nécessite de prendre un peu de hauteur, ça nécessite une volonté politique, ça nécessite une vision de la part des syndicats et c'est aujourd'hui le grand déficit. Nous avons été les seuls à nous opposer à France Télécom, à la fermeture des centres d'appel le dimanche et le soir, lorsque le processus de délocalisation s'est mis en marche. Les autres syndicats, pourtant plus importants que nous, ont baissé le nez et laissé faire la direction. Bon, pour conclure, est-ce que tu restes optimiste sur la possibilité de voir se redévelopper une filière qualitative avec des emplois attractifs en France dans les centres d'appel? Je reste fondamentalement optimiste parce que la persévérance a permis de mettre le débat sur la table. Et ce débat ne se refermera pas tout de suite.
de cela, il faut s'en féliciter. Et donc nous nous félicitons d'y apporter notre pierre aujourd'hui, et en espérant que justement ça fera vivre ce débat. Le débat reste ouvert entre trois parties, hein, les personnels représentés à les syndicats bien sûr, la puissance publique, le législateur, le gouvernement, et puis naturellement les entreprises et les sous-traitants qui les accompagnent. Ce débat doit se poursuivre parce qu'il y va de l'intérêt de la nation. Merci beaucoup Sébastien, et à une prochaine fois pour poursuivre ce débat encore. Merci. Merci.